Baladin un peu rebelle des années 60, guitare en bandoulière, écrinière ébouriffée, on lui doit des classiques de la chanson française. Santillano, Céline, Adieu monsieur le professeur, Le petit âne gris, Tubol et tellement d'autres encore. Découvreur de Serge Gainsbourg, il a aussi adapté en français des chansons de Bob Dylan. Admirateur de Georges Brassens, héritier de Félix Leclerc, ce troubadour folk indémodable qui est l'un des chanteurs préférés des Français est avec nous toute cette semaine dans VIP et je m'en réjouis. Hugo Frey, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Alors c'est vrai que vous êtes l'archétype du chanteur populaire. Vos chansons sont reprises dans les écoles, les colonies de vacances, les camps scouts. Votre public est très divers. Je trouve que c'est un beau parcours pour quelqu'un qui ne comptait pas être chanteur au départ. Ben, vous avez raison. Vous avez raison. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance, puisqu'effectivement, ça ne faisait pas partie de mes projets quand j'avais 10, 11, 12, 13, 14 ans. J'irais même jusqu'à dire que j'ignorais l'existence de ce mode de vie qu'on pouvait... J'étais d'un milieu de musiciens classiques. Ma grand-mère maternelle était professeure de chant et professeure de piano. Maman avait fait des études de musique aussi. Mais je savais qu'on pouvait gagner sa vie comme chanteur d'opéra ou jouer dans un orchestre philharmonique. Mais je ne savais pas que le music hall, je ne savais pas que ça existait. Donc c'est le destin qui va me pousser, je vous raconterai ça tout à l'heure. Mais beaucoup de chance, puisque pour quelqu'un qui n'avait pas du tout de plan de carrière, j'ai fait ce qu'on appelle une carrière. Oui. C'est vrai qu'en plus, vous l'avez faite, au départ vous avez joué dans la rue pour subvenir à vos besoins, on va dire. Non, et, non stop. Pardon. Pas ça. Légende. Je n'ai pas joué dans la rue. Ah bon, Il est légende. c'est très important que je dise que je n'ai jamais fait la quête. Parce que jouer dans la rue, ça veut dire on met une assiette par terre, on chante et les gens vous donnent de l'argent. Non, moi, je vivais un petit peu à Saint-Germain-des-Prés, comme on vivait, entre guillemets, les existentialistes, c'est-à-dire sans argent, pratiquement, au jour le jour. Donc, je m'installais à une terrasse de café parce que j'avais juste de quoi me payer un demi de bière avec quelques copains, et puis je jouais la guitare. Il y avait automatiquement des copains dans la rue qui passaient, qui écoutaient, trouvaient ça marrant. Et on peut s'asseoir, bah, asseyez-vous. Et puis très rapidement, ils disaient, vous voulez boire un coup? Bah oui, moi je préférais plutôt un sandwich. Et on vivait comme ça, mais jamais la quête. Ah, c'était la bohème plutôt alors. C'était la bohème. Je le dis parce que ça va contre mes idées de quémander, de chanter comme ça, et en demandant aux gens, bon, disons que mon orgueil ne m'aurait pas permis de faire une chose pareille. Alors, ce qui vous caractérise aussi, c'est le métissage culturel, en fait, dont font preuve vos chansons. Vous avez été un des premiers, justement, à aller chercher des influences d'ailleurs, d'autres pays, notamment. Absolument. Ça tient à ma culture, à mon éducation. Donc, de famille musicien classique, à la maison, on écoutait des opéras, on écoutait Wagner, on écoutait la bohème, vous parliez de Puccini, enfin, tous les grands opéras. On écoutait un petit peu Charles Trenet. Mais le reste, alors, c'était l'horreur. On détestait, enfin, je n'aimais pas du tout les espagnolades du type... D'ailleurs, ce sont des grands artistes, c'est pas méchant ce que je veux dire. Je les critique pas, mais c'était pas mon truc, ni celui de mes frères ou de ma mère. On n'écoutait pas Luis Mariano, Georges Guettari, on n'écoutait pas Tino Rossi, on n'écoutait pas toute cette tranche de vie qui était quand même la chanson populaire à l'époque. Je parle de tout de suite après-guerre. Et donc, qu'est-ce que je pouvais avoir comme culture près de la chanson? À part Charles Trenet, j'avais rien. Mais lorsque je vais, par le malheureux divorce de mes parents, dont mon père va partir à Madrid, a fait que je vais le rejoindre pour terminer mes études au lycée français, je vais rentrer dans un pays, c'est en 46, 47, 48, où le folklore était envahissant. En Galice, on chantait des chansons gallegos, en Asturie, des asturianas, en Saragosse, c'était la musique aragonaise. Et c'est de là que vient tout ce besoin de vous ouvrir. Alors, vous savez, pour passer de la musique classique au folklore, c'est très facile. Jean-Sébastien Bach a passé son temps à faire ça. Bartók, Dvorak, tous les musiciens classiques s'inspirent du folklore, rarement des variétés modernes. Et donc, je suis passé tout naturellement de la musique classique au folklore espagnol, et c'est par la suite que je vais commencer à traduire des chansons. J'essaye de faire rapide,
D'abord des chansons espagnoles que je vais traduire en français, des chansons vénézuéliennes, mexicaines, puis par la suite des chansons américaines, etc. Donc, colporteur et métisseur, oui, puisque, comme vous le voyez sur vos fiches, je vais chanter pendant près de 10 ans avant de faire mon premier disque. Donc, entre 20 et 30 ans, je mène vraiment la vie d'un troubadour, colporteur, métisseur. 10 années essentielles qui vous ont fondé. Alors, de l'Amérique au Canada, enfin des États-Unis au Canada, il n'y a qu'un pas. Et aujourd'hui, vous revenez avec un album où vous chantez Félix Leclerc. Oui. Donc, vous chantez quelqu'un d'autre, c'est déjà un défi. Mais j'ai toute ma jeunesse chanté les autres. C'est vrai, Bob Dylan déjà. Je n'étais Serge Gainsbourg. J'étais pas du tout intéressé, puisque comme je vous l'ai dit, je voulais pas faire de carrière. J'avais pas de projet. Et donc, je chantais les chansons des autres. Jusqu'au jour où on m'a dit, il faut que tu écrives tes chansons. Mais pour passer de l'espagnol au français, ça a été très dur pour moi. Parce que peut-être que ma timidité naturelle faisait qu'en espagnol, j'osais dire des choses. Te quiero, en espagnol, c'est pas pareil que je t'aime. Et je me voyais pas, j'entends je t'aime, pudeur m'empêchait de faire ça. Et donc, j'ai chanté pendant longtemps l'espagnol. Et un jour, je me suis rendu compte que pour pouvoir gagner mieux ma vie, dans les cabarets notamment, il fallait que j'ai un répertoire français. Et n'ayant pas le goût pour écrire les chansons, j'ai donc puisé dans ce que j'avais tout de suite. Quand j'ai vu arriver le Canadien, Félix Leclerc, en 1950, j'avais donc 20 ans, quoi. D'un seul coup, je vois quelqu'un qui me ressemble. Parce qu'il porte une guitare sur l'épaule, et puis qui chante les valeurs, la nature, les filles fraîches, les valeurs de la famille, et puis des valeurs inattendues comme un peu de révolte sociale et tout un tas de choses. Vous en canadien, quoi. Moi en canadien. Donc j'ai commencé par chanter Leclerc. Et c'est qu'en 55, 5 ans plus tard, que Brassens va arriver, que je vais rajouter les chansons de Brassens. Mais ce disque est un retour à pas mon adolescence, puisque 20 ans, je ne sais pas si c'est l'adolescence, 20 ans. Je ne sais pas comment on calcule. Bon, la fin de mon adolescence, le début de l'homme, celui qui très rapidement va se marier, va devenir père de famille, et qui doit rapporter tous les jours, gagner sa vie. Toute une époque, en fait. Voilà. On peut peut-être terminer cette conversation avec, je ne sais pas si vous sentez un petit morceau du Petit Bonheur a cappella, ça vous dit? Oh, pourquoi pas? C'est assez simple. S'il y avait une guitare, j'aurais préféré. Ça sera encore mieux. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, emmenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir. Quelle balade. Voilà une belle... Je termine par le mot balade, parce que, en fait, ma vie va être une balade. Et on va la découvrir un petit peu plus, cette balade, avec vous, plaisir. Hugo Frey, tout au long de cette émission. Merci. S'il est né à Neuilly-sur-Seine, il a passé une partie de son enfance dans un collège dominicain du sud de la France. C'est là qu'il va développer son goût pour la nature et les animaux. Et puis, suite au divorce de ses parents, il suivra son père à Madrid et sera inscrit au lycée français où il passera son baccalauréat. Mais avant d'en arriver à l'adolescent qui ne put devenir peintre faute de pouvoir se payer les beaux-arts, parlons de l'enfant qu'il fut, parlons du petit Hugo Frey. Quel caractère il avait, le petit Hugues? D'abord, il faut dire un petit garçon très handicapé par le fait que j'étais gaucher. Et comme je le disais hier à un journaliste, hyper gaucher. Il me dit, c'est quoi hyper gaucher? Je dis que j'écrivais à l'envers, c'est-à-dire de droite à gauche. Ah oui. C'est quand même pas pareil. C'est une forme de dyslexie profonde. Les chiffres inversés, 16 c'est 61 pour moi, 43 c'est 34, jusqu'à l'âge de 10 ans à peu près. Donc des difficultés à l'école, beaucoup de difficultés. Et puis un petit détail, j'ose le dire parce que je trouve qu'après tout, ça peut peut-être rendre service à ceux qui regardent. C'est un petit garçon qui, et je crois que c'était un problème mécanique, contrairement à ce qu'on pense, on pensait que c'était psychologique, faisait pipi au lit. Alors j'avais 2 grands frères magnifiques qui allaient au Jean-Paul et Francesco. Jean-Paul et Francesco, qui étaient pensionnaires à l'école. Et moi, je ne pouvais pas être pensionnaire. Et mon rêve, c'était d'être pensionnaire parce que maman ne voulait pas que je sois malheureux à cause de ça. Et c'est très, très douloureux à vivre. Donc un petit garçon qui souffre, qui est très proche de sa mère, dans les jupes de sa mère,
Et puis après, quand arrive ma petite sœur Pascale Audrey, Pascale Auffray, qui va devenir Pascale Audrey quand elle fait du cinéma. Une famille très, très, très soudée, d'autant plus qu'il y a la guerre et que le père n'est plus là. Et vous étiez donc 4 enfants. Oui. L'entente se passait Parfaitement. parfaitement. Francesco, baptisé Francesco en hommage à Saint François d'Assise, dont ma maman, pour laquelle ma maman avait une véritable Vénération. C'est lui qui, par sa taille et par son caractère, va être comme mon père. C'est lui qui va m'apprendre à lire, à écrire. Et il va beaucoup m'aider dans la vie. C'est mon frère que j'appelais Caco et qui va être mon père. Quoi. C'est lui qui est devenu mathématicien? Non, c'est lui qui malheureusement est décédé à Montréal. Dans le disque, j'explique un petit peu que mes 2 frères sont partis au Canada. J'avais, moi, à un moment donné, souhaité partir pour le Canada, après mes études ratées aux Beaux-Arts. J'étais déçu, j'ai dit il faut fuir ce pays. Il y avait des grèves partout, il y avait des problèmes. J'ai eu l'impression que cette France était un pays défaitiste où on ne pouvait rien faire. J'ai donc décidé d'émigrer. Mes 2 frères ont été pris par le service d'immigration, pas moi, parce que je n'avais pas fait de service militaire. Entre-temps, après, j'ai rencontré une jeune fille dont je suis tombé amoureux, que j'ai décidé d'épouser. Donc après mon service militaire, je me suis marié et le petit émigrant est resté en France. Et donc c'est Francesco qui est décédé à Montréal dans des conditions tragiques puisqu'il a décidé de quitter la vie volontairement. Ah oui. Voilà, ça a été évidemment une période, un choc terrible dans ma vie. Enfin, c'est pour répondre à votre question. Quel était ce petit garçon? Ce petit garçon, il est rentré dans la vie d'adulte avec l'épreuve de la mort. L'épreuve de la mort est toujours terrible pour tout le monde, mais quand elle frappe quelqu'un de jeune, elle est difficile à admettre. Et ce petit garçon blessé, il vit encore au fond de vous aujourd'hui? Oui, vous l'avez laissé de côté pour ne pas souffrir? Non, il vit complètement parce que Alors assez curieusement, je suis ce qu'on appelle un naïf. Mais vous savez que si vous regardez le dictionnaire, vous verrez que au sens étymologique du mot, naïf, c'est naturel. Je suis très près de la nature, moi. Je suis un instinctif. Je suis capable, je ne sais pas faire une division. Sans me tromper, je suis nul en calcul. Je ne sais pas, 8 fois 8... ça peut faire 64. C'est bien possible. Je m'en fous et puis ça ne m'intéresse pas. En revanche, quand je vois des travaux à la maison, je dis, bon, il y en a pour à peu près tant. Le gars qui me fait le devis, il met 8 jours avant de faire le devis et ça tombe à 100 euros près, quoi. Quand je vois un troupeau de moutons, je me dis, bon, ben là, il y a à peu près 350 moutons, quoi. C'est une intelligence de la vie. Intelligence de la vie, très pragmatique. Voilà, pragmatique. Quand vous pensez à votre enfance, quelle est l'odeur la première odeur qui vous remonte? Oh, plusieurs odeurs, mais une qui va beaucoup marquer ma vie, c'est l'odeur des chevaux. Ah, évidemment. On connaît votre passion pour les chevaux. Magnifique, l'odeur des écuries, le crottin de cheval dans la paille. C'est une odeur enivrante, c'est quelque chose de vivant. Et puis quand on sait qu'avec ce beau crottin, on va mettre ça autour des fleurs, ça va faire pousser. Parce que la nature est ainsi faite que tout se recycle. Tout fait vivre. La mort n'est pas la mort. La mort, c'est la transformation de la vie. Votre passion pour les chevaux, elle date de quand exactement? Quand je suis au collège de Sorèze, chez les Dominicains, qui est un collège qui a été fondé par le père Lacordaire, où l'enseignement des Dominicains était très moderne. On nous enseignait la tolérance, on nous enseignait la philosophie, mais il y avait beaucoup de sport. Et le sport roi à Sorèze, c'était l'équitation. Il s'est trouvé que le petit garçon handicapé que j'étais sur le plan scolaire a tout de suite été dominant dans le domaine du cheval. Alors tout de suite, j'ai eu la gloire parce que c'était très apprécié. J'étais le premier à tous les concours. Pendant les 4 années où j'étais à Sorèze, j'ai toujours gagné tous les concours. Et ça m'a permis, grâce aux animaux, finalement grâce à cette passion pour les chevaux, que je vais pouvoir m'intégrer au milieu scolaire. Mais
Et voilà une belle histoire qui se termine quand même bien. Mais vous savez que les animaux apportent aux enfants handicapés une aide considérable. On s'en sert notamment les chevaux. Aujourd'hui. Oui. Et bien voilà, merci au Geoffrey. La prochaine conversation portera sur la spiritualité. Ah. Oula. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est baptisé et fait profession de foi en Jésus-Christ. Un catholique, en plus de cela, reconnaît l'autorité du pape et adhère à l'ensemble des dogmes, institutions, traditions et pratiques de l'Église catholique romaine. Lui, il se dit chrétien, mais pas catholique. Plutôt Saint François d'Assise que Saint Thomas d'Aquin. Oui. Hein, Hugo Oui, Frey. Expliquez-moi un peu tout ça. Oui, j'allais dire pas très catholique, entre guillemets. C'est vrai que ma bonne maman me disait, mon petit-fils, est-ce que tu as fait tes Pâques cette année? J'avais 22, 23 ans, et puis effectivement, je n'avais pas été à l'église, je n'avais pas été à la messe, etc. J'ai eu une éducation chrétienne. Je crois absolument au Christ. Le problème de savoir si le Christ est le Fils de Dieu ou pas, c'est pas ça qui m'intrigue. Nous sommes tous fils de Dieu, donc est-ce que le Christ est autre chose, un surhomme? C'est pas mon problème. Le problème, c'est que la parole du Christ est tellement belle et tellement simple qu'elle me suffit. Alors moi, je résume la parole du Christ en, bien sûr, aimez-vous les uns les autres, ça, c'est évident, c'est relativement facile. Ah bon? J'ai dit relativement, attendez. La deuxième chose, c'est on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Ça commence à devenir sérieux. Et j'ai toujours pensé qu'effectivement, c'était très difficile de résister à ça. Mais la troisième, qui fait le christianisme, c'est pardonner à vos ennemis. Et c'est ça le plus difficile. Et c'est là qu'on juge le chrétien, le pardon. Quand Brassens pardonne à son voleur, pour moi, Brassens est un chanteur chrétien. Félix Leclerc aussi, d'ailleurs, dans ses chansons, que vous pourrez découvrir. Il y en a une notamment qui s'appelle « Comme Abraham », qui est magnifique. « Qu'il se lève celui qui n'a jamais », etc., etc. Je voudrais vous dire que, catholique, vous me parliez du pape, je ne connais pas très bien tout ce qui est rituel, effectivement, autour du pape. Vu ma génération, c'est plutôt ce qui m'a éloigné de l'Église. Éloigné, non pas de l'Église. J'adorais aller à la messe, j'adorais chanter. Je suis un fou de Jean-Sébastien Bach, qui est un musicien dont la musique vous emmène. Vous parliez de spiritualité. Quand on aime Bach, on voit l'image de Dieu, quoi. C'est évident, quoi. Mais par certains côtés, le catholicisme, dans ses traditions, dans sa culture peut-être, avec le côté l'or, toutes ces choses-là, c'est ce qui a touché négativement ma génération, quoi. Je me suis éloigné de toutes ces choses-là à la recherche de la pureté de la parole du Christ que j'ai retrouvée dans Saint François d'Assise. Et alors justement, pourquoi plutôt Saint François d'Assise que Saint Thomas d'Aquin? Oui, je dis Saint Thomas d'Aquin parce que, en plus de ça, je connais pas très bien la vie de Saint François d'Assise, parce que j'ai essayé de trouver des biographies, elles sont toujours un peu floues, quoi, parce qu'en fait, c'est quelqu'un c'est un peu comme Socrate, il parlait, quoi, il n'a pas écrit. Tandis que Saint Thomas d'Aquin ou il a écrit, là, pour le coup, Saint Thomas d'Aquin. Oui. Alors, moi, je me méfie un peu de l'écrit, parce que j'ai remarqué qu'en ce qui concerne les religions, toutes les déviances, on dit déviation ou déviance? Déviance. Ont été faites à partir des écrits, l'interprétation des écrits. Vous prenez les évangiles, la Bible, d'abord, on va commencer par la Bible. Interpréter, est-ce que la Vierge était vierge? Je ne voudrais pas choquer quelqu'un, mais ce n'est pas un problème. On s'en fiche. C'est la maman du Christ qui est un homme qui nous a dit des choses extraordinaires. Ça me suffit largement. Alors qu'au IXe siècle, l'Église a cru bon de dire qu'elle n'avait jamais connu d'homme. C'est tout à fait secondaire. C'est pas ça la croyance. Mauvaise interprétation de la Bible, mauvaise interprétation des évangiles quelquefois, qui ont fait qu'il y a eu des guerres, etc., des conquêtes violentes. Mauvaise interprétation du Coran. Aujourd'hui, tout ce qu'on voit, l'histoire du voile, qui n'ont rien à voir avec la parole. Je ne connais pas le Coran, mais je sais que pour des gens qui le connaissent, qui m'ont dit que l'interprétation actuelle du Coran par les extrémistes est fausse. Alors méfiez-vous de ce qui est écrit. Et moi, je trouve que la parole du Christ
résumé dans ces 3 phrases que je vous ai citées tout à l'heure, ça me suffit largement pour justifier la croix que je porte. Mais qui est très jolie. C'est vrai qu'il y a une très jolie croix autour de votre cou. C'est une croix, j'ai rapporté d'Éthiopie, où j'ai été Éthiopie. Vous savez que les premiers chrétiens les plus anciens chrétiens sur la terre sont les Éthiopiens. Et j'ai rapporté quand il y a eu j'ai été envoyé par le journal La Croix sur les lieux du drame. Et j'ai rapporté une croix qu'un petit garçon m'a donnée. Cette croix, elle est en fer, mais elle noircit beaucoup. Et je ne pouvais pas la porter parce qu'elle tachait tout et puis qu'elle était sale. Vous l'avez fait refaire. Et je l'ai fait refaire un copier comme ça. Voilà. Autre objet que vous nous avez amené et qui est juste là, comment on appelle ça, une outre? Une gourde. Une gourde, ah bah oui. C'est une gourde basque en peau de chèvre. Alors, je vais être rapide. Ça, c'était quand j'étais avec mon frère à Saint-Jean-de-Luz pendant la guerre. Mon frère était... Francesco. Oui. C'était un garçon extraordinaire. Il faudrait beaucoup plus de 7 minutes pour parler de lui. Et alors, il me disait, tu vois, on peut se trouver privé de nourriture dans la montagne, parce que lui avait fui, il va fuir par la suite, il a fait de la résistance, etc. Mais il disait, ce qu'il faut toujours avoir, c'est une gourde. Parce que on peut se passer de manger, on ne peut pas se passer de boire. Donc quand tu croises une rivière avec de l'eau fraîche, tu remplis ta gourde et tu continues de marcher. Et aujourd'hui, c'est nous avions toujours, il avait toujours une gourde avec lui. Quand on allait en montagne se promener, on emmenait ce genre de gourde. Évidemment, c'est pas celle-là, malheureusement, mais c'est la même. Et donc, j'ai voulu penser à mon frère qui m'a donné cette soif de la vie que j'ai encore et cette pensée délicate de dire sois toujours prêt à remplir ta gourde de la connaissance auprès des gens que tu rencontres, les rivières et les sources. Oh, c'est très joli, ce frère qui, comme vous l'aviez dit dans une conversation antérieure, est décédé aujourd'hui. Et qui s'appelait Francesco. Et Francesco, à qui on dédie cette émission. C'est vrai. Merci beaucoup. Vous qui êtes fidèle à VIP, vous savez que je demande à chaque invité de choisir une valeur qui lui semble essentielle et dont il aimerait parler avec nous dans cette émission. Et chaque fois qu'un invité choisit comme valeur la fidélité, le discours est invariable. La fidélité en amitié, oui, mais en amour, impossible. Alors Hugo Frey, je crois que vous rejoignez vous aussi ce courant-là, du moins en préparant l'émission. Je n'aurais pas dû choisir ce thème. Non, il est très difficile parce que moi je suis très attaché à la fidélité du cœur, à la fidélité des sentiments, des idées. J'ai, grâce à Dieu, pas eu à tourner ma veste, à changer d'idées. Sur le plan, par exemple, les idées politiques n'ont pas évolué. C'est pas qu'elles n'ont pas évolué. J'ai eu la chance, dès très jeune, de comprendre ce qu'étaient les hommes, la société, ce qu'on pouvait attendre d'eux. Vous savez cette phrase, je crois que c'est Sainte Thérèse de Lisieux qui l'avait reprise de l'empereur Constantin, je crois, qui disait « Mon Dieu, donnez-moi la possibilité de changer ce que je peux changer. Donnez-moi la capacité d'accepter, la patience d'accepter ce que je ne peux pas changer. Et donnez-moi la force et la lucidité de faire la différence. » Ça, c'est une phrase admirable que j'utilise tous les jours. Il y a des choses que je peux changer dans la vie, des choses que je ne peux pas changer, donc il faut accepter. Eh bien, dans la fidélité, moi, je n'ai pas eu à changer le fond de mes idées. Je ne suis pas de gauche, je ne suis pas de droite, je suis libre. Je n'appartiens pas à un parti politique et j'ai toujours été fidèle à cette forme d'autonomie, quoi. Je me suis jamais laissé embringuer dans un courant d'idées que je serais amené 10 ans plus tard à renier. Ça me fait de la peine de voir les gens qui, en 68, pensaient d'une certaine façon et puis aujourd'hui pensent le contraire. J'ai pas ça. Donc fidèle à mes idées, fidèle à mes amitiés. Je suis chaque année étonné de voir que quand je rappelle mes vieux copains de classe, ils sont étonnés. Très fidèle en amitié. En amour, je dirais que je suis fidèle aussi. Mais, alors là, c'est là que ça devient compliqué. C'est que c'est vrai que l'amour, comment vous dire, on me demande souvent quelle est ma chanson préférée. Je ne veux pas répondre. J'aime toutes les chansons. C'est comme si vous aviez plusieurs enfants. Quel est votre enfant préféré? Enfin, vous ne pouvez pas répondre. Vous aimez tous vos enfants. Mais c'est vrai qu'on peut rencontrer plusieurs fois l'amour.
Alors là, il y a un problème qui est purement social et économique, qui est reconnu dans les religions musulmanes, par exemple, où un homme peut, entre guillemets, avoir plusieurs femmes, donc avoir, entre guillemets, plusieurs amours, alors que chez nous, les hommes sont condamnés à n'aimer qu'une seule fois, quel que soit le fond de leur pensée, quoi. Alors après, ils sont obligés de se cacher. Et une femme peut aimer plusieurs hommes. Vous ne pensez pas? Complètement. Mais à partir du moment où on est engagé, par exemple, dans un mariage, d'autant plus quand les gens je suis d'accord. Se marient devant Dieu, voilà. Il y a un engagement qui est pris. Il y a un engagement. Alors là, je suis entièrement d'accord avec vous. Mais lorsque cet engagement, si vous voulez, au cours des années, au cours de 20 ans, tout d'un coup, il y a un sentiment, est-ce qu'un homme doit se sentir mauvais et pécheur parce que tout d'un coup, en face d'une autre femme, il a éprouvé un sentiment. Et peut-être que vous allez me dire, il faut peut-être résister, mais on n'a pas abordé de savoir s'il fallait céder à la tentation. Alors, petite phrase pour apporter de l'eau à notre moulin de Paul Carvel, extrait d'un livre qui s'appelle Jet d'encre. La fidélité, c'est quand l'amour est plus fort que l'instinct. Quand l'amour... L'amour que l'on porte, par exemple, à sa femme est plus fort que l'instinct qui nous conduit d'aller vers une autre femme. Oui, mais ça, je suis d'accord avec vous. Il faut tendre à ça. Mais c'est vrai que je trouve que je pense que le Christ qu'il se lève celui qui n'a pas péché. Et c'est vrai que je mentirais en disant que je n'ai pas, moi, quelquefois cédé. Moi, vous savez, je fais 50 ans que je suis sur les routes. Et c'est une vie qui est difficile pour les artistes. On est loin de sa famille. Moi, je suis resté 6 mois tout seul à New York. Tout seul, sans un sou, à travailler, à envoyer le peu d'argent que j'avais à ma femme et mes 2 petits-enfants que j'adorais, à leur faire des cadeaux. Mais c'est vrai que c'est une vie très difficile. On n'est pas forcément des saints, on n'est pas moine. Même les moines ont des problèmes. Moi, je le dis devant la caméra, c'est très difficile à vivre. Et il faut quand même se déculpabiliser parce que ce qui est fondamental, c'est cette fidélité profonde. Et je crois que je suis un homme fidèlement profond. Profondément fidèle. Vous vous en tirez bien, je trouve. Mais cela a été accepté par votre épouse ou... Non, bien entendu. C'est-à-dire que comme mon épouse, vous êtes Simone Signoret. Simone Signoret, qui est une femme très intelligente, qui, entre parenthèses, quand on lui avait demandé quelle est la femme qu'elle admirait le plus, elle avait cité quelqu'un dont je veux parler ici, à cet endroit. Il faut que j'en parle. C'est ma cousine qui a exactement mon âge, sœur Eliane. Qui est une fille extraordinaire, qui a passé toute sa vie en Afrique. Comme ce serait trop long de dire plus, j'ai cité son nom, sœur Eliane, que j'embrasse. Et qu'est-ce que Simone Signoret disait, une femme intelligente doit savoir fermer les yeux certaines fois. Je trouve que cette parole est très humaine, très très humaine. Elle a su fermer les yeux pour conserver l'essentiel. L'essentiel, peut-être que passe au-dessus du superflu. Ce seront vos derniers mots, Hugues, sur la fidélité? Ça sera mon dernier mot. C'était quand même un sujet extrêmement délicat. Vous l'aviez choisi. Mais j'ai choisi parce que je sais que ça va faire remuer dans les foyers. Oui, je crois qu'on va avoir des réactions là. Voilà. Engagez-vous à répondre aux réactions alors. Oui, je m'engage. Très bien, c'est dit, c'est filmé. Merci Hugues Aufray. Dans la dernière conversation, nous avons redéfini le mot fidélité, vu par mon invité. Alors, nous allons continuer ce travail d'académicien en redéfinissant d'autres mots que vous avez choisis, Hugues Aufray, comme le mot démocratie, par exemple. Oui, on entend souvent les gens utiliser le mot démocratie un peu à la légère. Ils ne se rendent pas compte que la démocratie, c'est quand même un mot qui vient du grec et qui signifie la voix du peuple. Le peuple a le droit de s'exprimer et de cette voix qui monte du peuple se dégage une idée. C'est un petit peu ce qu'on appelle à la télévision, aidez-moi, les sondages d'opinion ou les votes. Le vote, c'est le propre même de la démocratie. On demande aux gens de choisir un président. Mais on peut leur demander aussi de choisir un programme. Donc ils regardent telle émission. Et je suis étonné que les gens critiquent très volontiers, alors qu'ils se disent démocrates, ils disent oui, ce sont des imbéciles de regarder tel programme. Mais c'est quand même ces mêmes gens qui sont des imbéciles qui vont voter pour le président. Hein. C'est toujours une majorité qui vote. Et c'est les mêmes.
Alors je trouve que c'est pas bien d'un côté d'aimer les gens quand ils votent pour vous et puis de les critiquer quand ils regardent la Star Academy. Il me semble bien que vous parliez de ce programme-là. On va parler le mot suivant. Du mot suivant. Alors, on a donc le ministère de l'Éducation en France que vous rebaptiseriez. Oui, je trouve ridicule le terme ministère de l'Éducation. Et chaque fois que j'ai rencontré... C'est l'éducation qui vous gêne? Oui, éducation. Ouais. L'éducation, c'est les parents. Et les à l'école, c'est l'instruction et l'enseignement. Donc je dirais ministère de l'instruction et de l'enseignement, ou dans l'autre sens. C'est très important parce que quand un enfant crache à la figure d'un professeur, ou l'insulte, ou lui tape dessus, il doit être immédiatement mis à la porte, renvoyé chez lui, et c'est ses parents qui doivent régler le problème. Tant qu'il ne se conduira pas correctement à l'école, il doit être mis à la porte. Le rôle des professeurs, c'est d'enseigner. On dit le corps enseignant, on ne dit pas le corps éducateur. Alors je ne comprends pas cette espèce de langage qui n'a pas de sens. C'est le ministère de l'instruction et de l'enseignement que je voudrais voir un jour. Et à ce moment-là, peut-être que les parents comprendront que l'éducation, c'est eux qui doivent. Ouais, disons qu'il faut aussi redéfinir le rôle de l'école et puis on a tout le problème. En fait, quand je redéfinis le mot, je redéfinis le rôle de l'école et celui des parents. Voilà, les parents qui démissionnent. Et je sais que j'ai raison. Et on finira par y arriver. Alors, un mot, et quel mot que vous voulez redéfinir aussi, c'est le mot culture. Ah oui. C'est quoi culture? Culture, selon l'Académie française, ensemble des acquis littéraires, artistiques, artisanaux, techniques, scientifiques, des mœurs, des lois, des institutions, des coutumes, des traditions, des modes de pensée et de vie, des comportements et usages de toute nature, des rites, des mythes et des croyances qui constituent le patrimoine collectif et la personnalité d'un pays, d'un peuple, d'une nation. Qui constitue quoi? Qui constitue le patrimoine collectif. Donc, le ministère du patrimoine, et non pas de la culture, parce que la culture, de demain, on ne sait pas. Lorsqu'on finance, lorsqu'on subventionne un artiste, parce qu'on pense qu'il est la culture d'aujourd'hui et voire celle de demain, eh bien, on commet un acte qui n'est pas juste. Parce que personne n'aurait pensé que l'ivrogne qui était en prison, l'Amigo à Bruxelles, qui venait de tirer un coup de pistolet sur un jeune garçon qui était lui-même drogué, l'un et l'autre s'appelaient Paul Verlaine et Arthur Rimbaud. Personne ne pouvait imaginer à ce moment-là qu'on avait en face, dans cette histoire, parmi les plus grands poètes français. Personne ne peut savoir ce que sera la culture demain. Et alors aujourd'hui, quand je vois des subventions dans des festivals où on subventionne des artistes qui jouent du rock'n'roll et qui seront complètement disparus dans 10 ans, ou qu'on finance, qu'on subventionne des peintres qui jettent de la peinture sur un mur en disant c'est un tableau, je ne suis pas d'accord. Pour ça, il y a des mécènes. Le mécénat, ça existe. Le mécénat privé, c'est pas de la subvention. Ce que je reproche, moi, au ministère de la Culture, c'est de se servir de l'argent public pour servir des intérêts privés. Parce qu'en fait, c'est politique. C'est évidemment les copains du ministre qui vont bénéficier de ça. Ce n'est pas les autres. Et ça, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout. Gauguin n'a pas eu de subvention, Van Gogh n'a pas eu de subvention, Charles Trenet n'a pas eu de subvention, Brassens n'a pas eu de subvention, les grands artistes. n'a pas eu de subvention. J'ai jamais eu de subvention et malheureusement pour moi, je paye ça très cher parce que comme je dénonce la subventionnite en France, je suis exclu de tous les grands festivals qui sont évidemment étatisés, c'est-à-dire les Francopholies, les Bourges et toutes ces choses-là. Le seul festival que je reconnais, parce qu'il n'est pas subventionné, c'est les Vieilles Charrues à Carhaix, en Bretagne, que je salue. C'est pas parce que vous venez de dire que votre situation va s'arranger, Hugues. Oui. Dernière définition, la musique. Celle-là, c'est moi qui l'ai rajoutée, celle-là. Qu'est-ce que c'est que la musique? Oui, comment vous la définiriez? Le seul art qui n'a pas d'odeur. Ouais. La peinture a une odeur, la sculpture aussi, c'est la terre, c'est vous avez quand vous allez oui, vous allez me dire le théâtre, non, en fait c'est peut-être un peu une image, mais c'est vrai que c'est de tous les arts le plus spirituel. C'est le plus spirituel, c'est le plus abstrait.
C'est vrai que pourtant, ce sont des vibrations sonores qui viennent toucher nos tympans et qui provoquent des réactions, mais on ne voit rien. Et c'est évidemment quelque chose d'absolument magique, la musique, parce que c'est complètement, à mon avis, c'est divin, la musique. Je crois que si Dieu, Dieu, il s'exprime partout. Hein. Je ne devrais pas dire ça parce que moi, je le trouve partout. Mais dites-le quand même. Et je le dis, oui, dans l'odeur de la pluie, les feuilles mortes, je parlais des chevaux. Pour ça, dès qu'il y a la vie, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau, quoi. Rien n'est plus beau que la vie. Rien n'est plus beau. Et alors la musique fait partie de la vie. Mais je crois que c'est l'art divin, par excellence. Merci beaucoup, Hugues Aufray. Merci. Quelques sentences attribuées à Socrate. Connais-toi toi-même. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. La sagesse commence dans l'émerveillement. Les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Elle me plaît bien celle-là, moi, Hugues Aufray. Ouais. Je parle de Socrate, on va parler de philosophie tous les deux. Il y a Socrate et Revel aussi, que vous aimez beaucoup. Oui, chacun... Là va avec l'autre, parce que j'ai raté mes études de philo. J'ai raté mon bac de philo parce qu'il y avait grève ce jour-là. Ne me faites pas parler de ça, c'est un très très mauvais souvenir. Les professeurs étaient en grève et à cause de ça, je n'ai pas pu passer mon bac. Bref, gardez un très mauvais souvenir. Il y a environ 5-6 ans, j'ai eu envie d'en savoir plus. Et comme j'avais vu Jean-François Revel plusieurs fois à la télévision, qui m'avait paru lucide, clair, passionnant, j'ai dit voilà le maître que j'aurais voulu avoir. Je suis tombé par hasard sur un bouquin qu'il a écrit, Histoire de la pensée occidentale. J'ai dévoré ce bouquin qui commence évidemment au début, c'est-à-dire par Socrate, et qui finit à la fin, des philosophes d'aujourd'hui, et j'en ai appris plus. Il faut dire que c'était long à lire, j'ai mis plusieurs mois à lire, parce que je lisais des fois 3-4 fois la même page. Mais je dirais quand même que Jean-François Revel explique tellement bien, j'incite ceux qui ont le temps et que ça intéresse, à acheter ce livre, parce que vous allez avoir une idée de ce que t'est Kant, de ce que t'est Hegel, Sartre, etc. D'ailleurs, Sartre, il en prend un bon coup sur la trombine. Hein. Bref, passionnant parce que vous avez des réponses à beaucoup de questions. Vous venez de me citer là des phrases qui sont formidables. Connais-toi toi-même. C'est vrai que sur le plan, par exemple, de la santé, tout d'un coup, on découvre que telle nourriture ne vous convient pas, telle boisson ne vous convient pas, telle façon de vivre ne vous convient pas. Et le bonheur, il faut déjà se connaître. La deuxième phrase, c'était... tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Oui, c'est vrai que même si je lisais aujourd'hui tous les jours, toute la journée, je mourrais sans avoir lu tous les livres. Donc il y a toujours quelque chose à découvrir, notamment grâce à la physique quantique. On n'a pas eu le temps d'en parler. Mais la physique quantique, c'est extraordinaire. C'est votre frère. Et oui, mon frère Jean-Paul. Voilà, qui fait de la physique quantique. La sagesse commence dans l'émerveillement. Elle est jolie, celle-là. L'émerveillement, le jour où on ne s'émerveille plus. Tout à l'heure, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que c'est qu'être jeune ou qu'être vieux. On est vieux quand on ne s'émerveille plus. Moi, je suis émerveillé tous les jours, partout, par le miracle de la vie. C'est une richesse extraordinaire, quoi. J'ai la chance d'aimer tous les plats. Chaque fois que je me mets à table, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Parce que si c'est pas très bon, je suis content d'être avec quelqu'un que j'aime bien. Le lendemain, je suis avec quelqu'un que j'aime pas beaucoup, mais la nourriture est très bonne. Il y a toujours de quoi être heureux. Le bonheur, c'est le plaisir sans remords. C'est encore Socrate, ça. Oui, c'est pas mal. Socrate, revu par Aristote, évidemment, puisque Socrate n'a rien écrit. Oui. Ah, ça vous tient à cœur. C'est pour ça que vous l'aimez particulièrement. Ah, bien sûr. Il n'a rien écrit, on a bien compris, méfions-nous des écrits. Vous pensez que la philosophie devrait être enseignée beaucoup plus tôt, parce qu'on commence en terminale en France. Mais bien sûr, il devrait y avoir une philosophie élémentaire pour les enfants. Il y a eu un bouquin, les lettres de Sophie, là, je ne sais pas très bien. Oui. Moi, à un moment donné, un éditeur m'avait demandé d'écrire, j'avais un projet d'écrire un bouquin de philosophie pour enfants. Je pense que c'est encore une chose que j'aimerais faire. Mais la lettre de Sophie, je l'ai lue, ça m'a beaucoup déçu, ça n'a pas du tout répondu à mes questions. Mais quand je m'occupais d'enfants dans une colonie de vacances, je leur apprenais des choses simples. Je vais vous citer deux anecdotes. Je leur disais quelle est la différence entre le bonheur et le plaisir. Alors je leur disais, écoute, tu aimes les glaces? Oui, j'aime beaucoup les glaces. Bon, eh bien, tu imagines que tu as de l'argent, tu t'achètes une glace. Et puis ton meilleur copain, qui est là,
Tu l'aimes beaucoup, c'est ton copain. Il n'a pas un sou, il n'a pas de quoi s'acheter une glace. Eh bien, le plaisir que tu avais à manger la glace, tu vas le transformer, tu vas lui donner la moitié de ta glace, et là, c'est le bonheur. C'est la différence. Et les gosses, ils comprenaient ces choses-là. Et quand ils se mettaient à table, par exemple, ils se jetaient sur la nourriture. Ce qui me choquait beaucoup, parce que 30 enfants, on n'a pas le temps de servir tout le monde en même temps, donc il y en a un qui mange, l'autre qui ne mange pas, etc. Tout le monde qui parle, etc. Je ne voulais pas, j'avais des enfants qui étaient juifs, des enfants qui étaient musulmans, des enfants qui étaient catholiques, des enfants qui étaient laïcs, etc. Je voulais qu'il y ait une phrase qui empêche les gens de démarrer, de manger avant que j'ai donné, pas l'ordre, mais le petit signal. J'ai inventé une prière qui était la suivante, je vais vous la dire. Je ne voulais pas dire bon appétit, parce que l'appétit, c'est ce qui manque le moins au monde. Il y a beaucoup d'enfants qui meurent de faim. Donc ça me paraît une phrase qui est malvenue. Et j'ai traduit de l'espagnol « que aproveche », qui veut dire profitez-en. Que cette nourriture vous profite. Oui. Remerciez ceux qui l'ont préparée et la nature à qui vous la devez. Et les gosses se mettaient à manger. Ben, je vous jure qu'au bout de la 3e fois, quand j'ai vu les gosses qui reprenaient cette phrase que j'avais inventée, dont je ferai peut-être un jour une chanson, que cette nourriture vous profite, remerciez ceux qui l'ont préparée, parce que c'est quand même des gens qui sont dans les cuisines, qui se donnent un mal fou, et remercier la nature, c'est-à-dire le petit poulet, le petit veau, la salade. Là, tout ça, c'est Saint François d'Assise qui m'a appris ça. Mais peut-être que je propose que cette formule soit reprise, peut-être pas tous les jours quand vous arrivez au restaurant, vous allez manger votre steak frites, mais comme ça, dans les écoles, c'est pas une... Il n'y a pas une connotation religieuse particulière, vous voyez. Enfin, voilà. Il va falloir vous y mettre à ce petit livre. Enfin, c'est une bonne idée, un livre de petits contes philosophiques pour expliquer aux enfants. Oui, ça fait un peu de la philo, parce que il faut que les enfants comprennent que ce qu'ils mangent a été préparé par quelqu'un, que quelqu'un a donné sa vie, c'est-à-dire le poulet, la pomme de terre, elle a donné sa vie quand même. Et vous iriez dans les écoles pour... Si j'avais le temps, oui. Oui. Et le temps, c'est une notion très philosophique, le temps. Hein. Il y a du boulot, oui. Le temps et l'espace, oui. Ça, on est en plein dans la physique quantique. Décidément, on y revient toujours. Toujours. Merci Hugo Frey. C'est la dernière conversation en compagnie de mon invité. Beaucoup de choses ont déjà été dites, beaucoup de mots ont été redéfinis. Nous avons abordé beaucoup de thèmes avec vous, Hugo Frey. Je vous propose de terminer avec des petites questions auxquelles vous allez tenter de répondre. Dites-moi, Hugo Frey, qu'est-ce qui vous étonne dans la vie ? La vie. Le miracle de la vie. On sait beaucoup de choses. Les scientifiques, les biologistes, les physiciens, la physique quantique. Mon frère Jean-Paul, qui est un grand mathématicien et dont le fils Charles Auffray est un des créateurs du laboratoire Généton. Et qui l'autre jour, quelqu'un me disait c'est un futur prix Nobel. Eh bien, ils ne s'intéressent qu'à une chose, qu'est-ce que c'est que la vie ? Ils ne le savent pas. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis ? Les démons ? Oh ben, c'est encore cette espèce d'insouciance de la cigale, telle que La Fontaine le définit. Je continue de chanter sans beaucoup penser à économiser. Je ne m'économise pas et je n'ai pas beaucoup le sens de l'argent. Voilà. Je n'ai pas réussi à me corriger. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer ? L'espace. Ah. Pour moi, le seul luxe actuel, c'est l'espace. C'est dur ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il n'y a que les gens riches qui peuvent se payer de l'espace, dans leurs appartements, dans leurs maisons, dans leurs propriétés, dans leurs voitures, dans leurs avions, dans leurs voyages. C'est un luxe... oui, moi j'ai la chance d'avoir une ferme, de la terre, parce que c'est ça que j'ai toujours aimé, l'espace. Qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer ? Attendez, qui ne pourrait-on vous soupçonner d'admirer ? Ça veut dire, oula, Alors, vous laissez tomber Félix Leclerc, vous laissez tomber Georges Brassens, qu'on sait que vous les admirez. Oui. Mais quelqu'un, voilà, vous l'admirez, on ne le sait pas. Louis-Ferdinand Céline. Ah. C'est très difficile ici, en quelques minutes, en quelques secondes, de dire des choses parce que tout le monde pense
à ce qu'il représente de terrible à travers ce qu'il a écrit. Mais c'est un homme dont je sens la souffrance terrible. C'est un homme, c'était le médecin des pauvres. C'était le médecin, il a créé la médecine sociale. Il était bien meilleur que les gens ne pensent. Il avait une espèce de folie verbale, littéraire, qu'il a entraîné à écrire des choses, mais qu'il ne faut pas interpréter comme elles sont interprétées. Ce sont des mots. Et voilà, ça serait trop long. Mais derrière cet homme que certains pensent être un monstre, il y a non seulement un des plus grands écrivains français, mais il y a aussi un homme dont je suis sûr que le Christ pour lequel le Christ aurait eu beaucoup d'attention. Il l'aurait écouté. Alors, puisqu'on est dans les écrivains, autant enchaîner avec un autre que vous aimez particulièrement. Oui, c'est pas très original. Arthur Vous m'avez demandé de Rimbaud. choisir. Il symbolise tellement de choses. Le rêve de l'adolescence, la fuite. Alors, comme je descendais des fleuves impassibles, je ne me sentis plus guidé par les haleurs. Des peaux rouges criards les avaient pris pour cible, les ayant cloués nus au poteau de couleur. J'étais insouciant de tous les équipages, porteurs de blé flamand ou de cotons anglais. Quand avec mes haleurs, on finissait tapage, les fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. Je peux vous dire ça jusqu'au Vous bout. le connaissez par cœur? Oui, par cœur. Le Ouais. bateau ivre? J'ai pris le livre pour faire plus sérieux, puis je me suis dit, comme il s'agit d'un bateau, au cas où je me noierais, j'avais le texte sous les yeux, mais je le connais par cœur. Et le bateau ivre, c'est vraiment un poème il a 15 ans quand il écrit ça. Un chef-d'œuvre. Et puis le chef-d'œuvre, c'est la vie qu'il va mener. Je parlais tout à l'heure de Céline, où il y a un message très difficile à trouver, percé bien dans la vie de Rimbaud. Le fait qu'à 20 ans, il jette aux orties l'écriture. Oui, pour aller voyager. Pour vivre la vie, pour vivre la poésie. C'est un symbole, c'est un signe. Après lui, les poètes qui sont venus, c'était de l'eau tiède, même s'ils étaient très talentueux. Mais la poésie devait retrouver ce qu'elle a retrouvé, c'est-à-dire la musique avec la chanson. Aujourd'hui, la poésie, elle existe, les poètes existent, et j'adore les poètes, mais ce n'est pas ceux qui écrivent des poèmes. C'est ceux qui chantent, c'est ceux qui font du cinéma, c'est ceux qui construisent, qui vont à travers l'Afrique soigner les gens. C'est autre chose. La poésie, ce n'est pas uniquement une façon de mettre des mots les uns derrière les autres et faire une petite plaquette qu'on va vendre comme ça à 2000 exemplaires. C'est pas ça la poésie. C'est plus ça la poésie. Poésie, c'est la vie. Et Rimbaud, on pourrait le mettre en musique? Léo Ferré l'a fait. Je pense pas. Je pense que oui, pourquoi on a tous les droits, mais moi, je l'ai pas fait. J'ai pas osé. Hugues, avez-vous un rêve inachevé? Ben, vous savez, oui, alors je vais essayer de revenir à moi d'une façon un peu égoïste. Je rêvais de faire de la sculpture et de la peinture. Ah oui. Et je me dis que comme le bon Dieu, ici ils vont me dire le bon Dieu, mais ailleurs j'aurais peut-être dit le destin. La vie fait que j'ai une bonne santé. Je pense que peut-être plus tard, quand je serai vieux, je ferai de la peinture ou de la sculpture. Alors notre émission va se terminer. Je suis désolée, mais je ne peux pas vous laisser repartir sans que vous me fredonniez un petit bout de Céline. Oh là, c'est difficile, Céline. C'est vrai? Chanter, Ah bah oui. une autre, il y en a tellement que j'aime de vous. Donnez-lui un peu d'espoir en lui tendant la main. De l'eau, du blé, c'est du pain pour apaiser sa faim. Donnez-lui un simple outil pour, on ne me souvient plus, bâtir sa vie. C'est une chanson que j'avais écrite pour le Tendez-lui la main. comité contre la faim. C'est une très belle chanson, hein, la musique de Jean-Pierre Sabar, j'ai écrit les paroles. Et un évêque m'avait écrit en me demandant l'autorisation de la publier dans sa paroisse et d'attirer l'attention sur ce texte pour sa paroisse, enfin, pour qu'ils étudient, parce qu'ils trouvaient que le texte était assez beau. Et c'est vrai que Tendez-lui la main est une chanson qui est passée au-dessus de la tête des médias, mais peut-être, voyez, vous disiez tout à l'heure les rêves qui ne sont pas encore réalisés, peut-être qu'un jour cette chanson
sera chantée dans les églises. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on lui souhaite à cette Voilà. chanson. Et vous, on vous souhaite quoi? La santé. Elle est déjà là. La santé, le travail, ça va avec. Parce que le reste, je l'ai. Merci beaucoup, Hugues Aufray. Merci beaucoup à vous.